lancer l'enregistrement peut-être. Cette matinale est enregistrée, donc pour ceux qui veulent la partager, elle sera sur le site prêtaporter.com dans la rubrique documentation webinar. Voilà, vous pourrez la revoir et donc la partager. Donc la matinale d'aujourd'hui, l'avant-dernière de l'année, a pour objectif de décrypter les comportements d'achat en période de confinement, tant en termes de comportement justement, d'achat et que d'actes d'achat. Et puis surtout, on avait envie de comprendre, de bien voir quelles sont les tendances qui vont se dégager de cette crise. On a beaucoup parlé d'un retour à l'authentique, d'une recherche de la durabilité. D'un autre côté, on a vu des queues interminables dans les boutiques de mass market. Donc, quel est le vrai, quel est le faux? Et puis, c'est vrai qu'on s'est aussi demandé si il y avait une notion de confort. On a rigolé tout à l'heure des Birkenstock. Donc, Régis pourra nous donner des statistiques très précises sur les ventes de Birkenstock. Et donc, pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité Hélène Janico, qui est directrice du pôle mode de Kantar, et Régis Penel, qui est fondateur de l'Exception, qui est un concept store omnicanal avec une boutique et un site internet. Voilà, je vous laisse vous présenter, Hélène et Régis, et puis on va lancer la présentation. N'hésitez pas à poser toutes les questions, soit en direct, soit via le chat, pendant la conférence si vous préférez, ou après, on est là pour y répondre. Ok. Vous voyez la présentation ou pas déjà? On voit très bien, c'est parfait. Ok, super. Moi, juste pour info, je vois pas du tout la fenêtre de chat, donc je te laisserai faire Oui. le lien Ok. sur les questions, Mathias. Aucun problème. Donc moi, je vais me présenter brièvement. Donc, je suis Hélène Janico, donc directrice du pôle mode de chez Kantar, comme le disait Mathias. Donc, ça fait une quinzaine d'années que je suis chez Kantar. Donc, j'ai pris cette direction il y a à peu près 5 ans. Et là, depuis 1 an et demi, je me spécialise vraiment dans la diffusion du knowledge autour justement de la mode. Donc, avec notamment le lien avec les journalistes plus particulièrement, et puis l'organisation de webinaires tels que celui d'aujourd'hui. Kantar, très brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas, globalement, c'est un institut d'études mondial qui est vraiment spécialisé dans la connaissance du comportement des consommateurs. Donc, c'est vraiment notre ADN d'accompagner les marques, les enseignes, et ça sur un niveau PME ou même au niveau groupe internationaux, dans la définition de la stratégie marketing. Et on les accompagne aussi pour déterminer, bien évidemment, des potentiels de croissance sur des marchés, sur des cibles. Et ça, sous le spectre du consommateur, qu'on analyse via des panels qu'on suit en continu. Voilà, de manière très brève. Du coup, alors moi, je m'appelle Régis Penel, je suis le fondateur de l'Exception. Donc, l'Exception, en fait, on a un site internet qui est sur l'exception.com et on a une boutique physique qui est au 24 rue Berger dans le premier, donc une boutique qui a été fermée comme tout le monde hein, pendant le premier confinement et le deuxième confinement. L'objectif en fait de ma participation, c'était de vous donner des chiffres sur la tendance, parce que en fait, on a aujourd'hui, en tout cas sur le site internet, une volumétrie suffisante pour sortir quand même des données qui sont relativement intéressantes. On parle aujourd'hui d'une prise d'ordre qui est supérieure à 10 millions d'euros, par exemple, sur 1 an. Donc, ça fait que statistiquement, on arrive à des données qui sont assez, entre guillemets, fiables. Et aussi, on a l'avantage d'être 50% sur l'homme et 50% sur la femme, hein, de façon vraiment complètement égale en termes de business. Et donc, on arrive à analyser des tendances très différentes entre les deux sexes et en fonction des périodes de l'année. Et donc, en fait, moi, j'ai sorti pas mal d'analyses, notamment sur 3 périodes. Donc, la période du confinement du 15 mars au 15 mai, la période post-confinement, donc la reprise jusqu'à, en fait, en gros, l'automne 2020, et le deuxième confinement, qui est aussi très intéressant dans la façon dont la consommation des clients a été modifiée. Ok, donc moi, Régis va rentrer très dans le détail. Pour ma part, moi, je vais apporter un éclairage très, on va dire, prise de recul et macro sur l'ensemble de la consommation des Français. Et donc, l'idée, c'est de dégager des grands trends aussi qu'on a pu observer post-confinement. Et c'est Régis pourra apporter une vision beaucoup plus micro et complémentaire à celle que je vais vous dérouler aujourd'hui. Du coup, on commence? On lance le sujet? La parole est à toi. Ok, c'est parti. Merci. Et donc, Régis, hein, bien évidemment, tu interviens dès que tu le souhaites. Donc, la question qu'on s'est posée dans les quelques insights que je vais vous partager aujourd'hui, c'était vraiment de comprendre si on avait eu une vraie rupture sur le marché de la mode après ce premier confinement notamment, parce que notre analyse s'est arrêtée après le premier confinement,
et voir si cette rupture, elle a annoncé une rupture complète sur ce marché. Alors, les premiers indicateurs qu'on a pu voir pendant le confinement et juste après, et au travers de ce qu'ont pu nous dire les Français, c'est que le rapport à la mode a quand même assez changé par rapport à ce qu'on observait avant, c'est-à-dire que on a eu un sentiment que les Français ont eu envie de revenir à l'essentiel, à se concentrer sur ce qui était vraiment prioritaire dans leur quotidien, et avec un impact fort donc, sur les achats de mode qui sont plutôt des achats plaisir et qui sont des achats, on va dire, a priori non essentiels. Ce qui se passe, c'est qu'on a la moitié des Français qui, juste après la fin du premier confinement, expliquaient qu'ils n'allaient pas reporter le budget mode qu'ils avaient économisé pendant cette période de confinement. 30% d'entre eux qui disaient se rendre que si nécessaire. Donc, on sentait bien déjà qu'il y avait une volonté de se désengager quand même du marché. Et ce désengagement, on l'a surtout traduit par 16% d'entre eux qui projetaient d'acheter moins qu'avant du textile. Donc, on sent bien quand même un glissement sur une moindre consommation sur ce marché après le premier confinement. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'on a identifié, nous, en boutique. Alors, c'est vrai qu'on a séparé, nous, les datas, et d'ailleurs, quand on parlera des datas de vente, hein, je vous parlerai beaucoup des datas Internet, parce que, en fait, on n'a pas vu de rebond en magasin post-confinement, où on est passé, en tout cas sur la boutique parisienne, sur une tendance qui était en moyenne à moins 50% par rapport à l'année dernière sur des périodes équivalentes. Et surtout, nous, ce qui nous a pas mal inquiété sur le deuxième semestre, c'est qu'on ne voyait pas du tout de tendance à l'amélioration. Juste même en septembre, en octobre, on restait sur une zone qui était assez déprimée, qui est la zone des halles, parce que les halles, c'est un nœud de transport, et les transports ont été quand même bien évités par les Parisiens. Et la deuxième raison aussi, c'est une zone touristique internationale. On vivait beaucoup aussi des touristes et à la fois des gens qui venaient faire leur shopping après le travail. Donc sur l'horaire 18h-20h, on faisait plus de 50% du chiffre, alors qu'aujourd'hui, l'horaire qui est complètement déserté. Vraiment ce contexte de baisse, en tout cas, de la consommation en magasin. Alors, la bonne nouvelle qu'on pouvait quand même voir derrière ce changement de comportement, c'est cette volonté de revenir à un commerce de proximité. On en a beaucoup parlé au niveau de l'alimentation, parce que les Français ont redécouvert, on va dire, leur centre-ville et ont voulu vraiment les privilégier et relancer l'économie de manière beaucoup plus locale. Et c'est vrai qu'au niveau de la mode, ça s'est retrouvé aussi. On avait 58% des Français qui voulaient privilégier du coup les magasins de quartier, les petites boutiques, au moment de la sortie du confinement, au détriment finalement des grands centres commerciaux. Donc, comme le disait Régis à l'instant, seulement 43% voulaient privilégier les grands magasins et centres commerciaux. Donc, une vraie carte à jouer pour les indépendants et les boutiques de proximité sur la mode. En revanche, cette volonté de revenir sur le commerce de proximité, c'est quelque chose qui est quand même très parisien. Sur ce graphique, on a réparti les choix des consommateurs en termes de type de magasin et de lieu d'achat quand ils font leurs achats de mode. Et comme vous le voyez, on a ventilé sur 4 grands types de pôles, c'est-à-dire soit les rues commerçantes, donc le commerce de proximité, tous les villages de marque, magasins d'usine, les centres commerciaux fermés et tout ce qui va être magasin dans des zones commerciales en périphérie de ville. Déjà, la première chose qu'on remarque, c'est quand on est sur un total France, le premier lieu d'achat des Français pour la mode, ça reste les zones commerciales en périphérie de ville. Donc là, on est vraiment dans des zones qui sont déportées d'un centre-ville. Par contre, ce qu'on a pu voir donc, sur la période post-confinement, donc de mai à septembre 2020 versus 2019, c'est que cette dynamique des rues commerçantes, elle est vraie, donc, comme je vous le disais, en région parisienne. Alors, déjà, structurellement, les rues commerçantes, elles pèsent plus lourd en région parisienne. C'était 33% à peu près des dépenses l'année dernière sur la période mai à septembre 2019 sur la mode. On est passé à 35,3 sur mai à septembre 2020. Donc on voit bien qu'il y a une inflexion en faveur des rues commerçantes. En revanche, quand on est dans des plus petites villes, donc on est vraiment sur la province, on a près de la moitié des dépenses qui sont faites maintenant dans les zones commerciales en périphérie de ville. Donc, ce qui nous montre bien la thématique des centres-villes qui se vident dans les petites villes de province. C'est une réalité et donc un report sur ces grosses zones commerciales qui généralement s'articulent autour d'un grand hypermarché. Et ça, on a vraiment vu une dynamique aussi sur cette période-là, sur ces zones commerciales. Donc, il y a une vraie antinomie. C'est pour ça qu'il ne faut pas souvent raisonner sur des moyennes. Il y a des vraies aspérités entre la région parisienne et la province.
Donc, ce qu'on a voulu après décrypter quand on parlait de rupture de consommation, c'était déjà de regarder dans le rétroviseur sur ce marché du textile, où est-ce qu'on en était en termes de rupture et est-ce que le marché avait connu d'autres ruptures. En effet, sur les 10 dernières années, quand on regarde l'évolution des dépenses, l'évolution des volumes achetés et l'évolution du prix, donc le prix, ce sont les histogrammes en violet et les courbes orange, les volumes achetés et en gris, les dépenses faites sur le marché, on voit que le marché n'en est pas à sa première rupture. En l'espace de 10 ans, il y a vraiment eu des cycles très particuliers de consommation. Donc une ère de consommer moins mais mieux qu'on a connue entre l'année 2010 à peu près et l'année 2014, où les volumes en baisse étaient quand même soutenus par une valorisation, donc ça permettait vraiment au marché d'être drivé par de la valeur. Après, sur à peu près autour de fin 2013-2014, l'arrivée de Primark a vraiment bouleversé le marché avec une explosion du retour de la fast fashion, avec des Français qui ont beaucoup consommé, mais à des prix très très bas. Malheureusement, à partir de l'année 2016, on a commencé à voir une baisse d'engouement autour de ces petits prix, donc même avec un prix encore en forte baisse, les volumes n'étaient pas suffisamment soutenus. Et puis, à partir de fin 2018, la crise des Gilets jaunes qui a amorcé vraiment une très forte baisse de consommation. Et on était plutôt positif sur la fin 2019 avec un retour de la consommation. On avait l'impression de revenir sur une tendance de consommer moins mais mieux à nouveau. Mais ça, c'était sans compter la crise sanitaire qui s'est greffée sur l'année 2020. Et ce qu'on a pu observer, c'est que les Français vraiment sont venus moins acheter. Du coup, on sent une consommation qui est de plus en plus réfléchie et qui va dans le sens de ce qu'on s'est dit au début, hein, certaines des priorisations du marché de la mode. Et on atteint une fréquence d'achat qui est au plus bas depuis 10 ans. Donc en moyenne, un Français fait 21 actes d'achat sur l'année de mode. Donc on sent une nouvelle inflexion, donc plutôt vers une consommation qui nous semble vraiment plus réfléchie sur ce marché. Et du coup, ce phénomène de revenge shopping, c'est complètement anecdotique, c'est ça? Exactement. C'est vrai qu'on a, comme tu le disais Mathias, on a beaucoup vu sur les réseaux lors de la sortie du premier confinement, c'est que chez Zara, mais finalement, quand on a analysé le phénomène de manière très fine, les gens qui faisaient la queue chez Zara, c'est des gens finalement qui n'ont pas arrêté de consommer pendant le confinement. Donc des styles qui sont très tournés vers la mode, des trendy, qui aiment beaucoup les marques, qui sont vraiment des gros addicts au shopping. Et finalement, ce sont ces gens-là qui sont le cœur de clientèle de Zara, qui les ont accompagnés pendant le confinement et qui sont revenus post-confinement. Mais quand on regarde de manière vraiment globale sur l'ensemble de la consommation, on est vraiment très très loin d'un revenge shopping. Et je pense que ce que disait Régis tout à l'heure sur le fait que le trafic n'est pas revenu à son niveau d'avant-crise est assez révélateur quand même de ce changement de comportement. Alors, la question c'était, est-ce qu'il y a eu un revenge shopping sur Internet, par exemple? Nous, on n'a pas vu ça concrètement, dans le sens où, en fait, pendant le premier confinement, disons, la croissance globale, nous, sur Internet, n'était pas extraordinaire, elle était à plus 12, ce qui est bon, déjà bien, je veux dire, on était déjà en croissance, mais d'habitude, on est plus, nous, au-dessus des croissances autour de 20-30%. Donc, on avait plutôt une croissance faible pendant le premier confinement, et en fait, ça s'est prolongé sur la période post-confinement, vu qu'on a fini le premier semestre autour de plus 14. Donc, il n'y a vraiment pas eu, d'ailleurs, on a même eu un effet un peu dépressif à partir du 16 mai, parce que plutôt les clients ont été à la campagne, sont sortis, ont eu le plaisir de retrouver un peu, de sortir de chez eux, et ne se sont pas retournés pour aller faire du shopping. Donc, très clairement, on n'a pas vu cette évolution-là de revenge shopping. Merci. Alors, on est loin du revenge shopping, en effet, et surtout quand on parle de phénomène de déconsommation, il y a quelque chose d'assez important à signaler, c'est qu'elle touche aujourd'hui de manière assez structurelle la cible aisée, qui de prime abord serait pas celle qu'on imaginerait dépenser moins, car elle n'est vraiment pas contrainte budgétairement, contrairement à la cible modeste. Et en fait, c'est tout le contraire qui se passe. On observe depuis 5 ans déjà le désengagement de cette cible aisée sur le marché de la mode, avec une baisse non négligeable de son budget mode en l'espace de 5 ans. Donc, vous voyez, en 2015, en moyenne, on dépensait 1 143 €. On a perdu quasiment 200 € en l'espace de 5 ans. Donc, en moyenne, aujourd'hui, une cible aisée dépense 965 € sur le marché de la mode. Donc, structurellement, déjà, ça fait 5 ans que ça baissait. Et quand on focus sur le très court terme, donc on a fait le focus sur le 3e trimestre 2020, eh bien cette tendance structurelle, elle se confirme. Donc on a une baisse des dépenses qui se poursuit sur cette cible aisée sur le court terme post-confinement, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble de la population, où même si
Le global de l'année va être très négatif. Il y a eu un léger rebond quand même sur ce trimestre à fin septembre 2020, notamment auprès de la cible modeste, qui finalement aujourd'hui est la cible qui vraiment soutient la consommation sur le marché de la mode. Mais ça s'accompagne du coup d'une dévalorisation du marché, parce que cette cible modeste, eh bien, elle consomme bien évidemment sur des petits prix et moins sur des moyennes gammes ou haut de gamme comme la cible aisée. Alors du coup, ces changements de comportement, on se dit qu'il y a donc un phénomène vraiment de déconsommation et d'une consommation plus raisonnée, mais il y a aussi une émergence assez forte de consommateurs qui se disent engagés. Donc là aussi, on considère que cette période de confinement et la Covid a eu un impact assez fort sur la volonté de changer de mode de vie, une vraie prise de conscience sur une volonté de consommer notamment plus responsable. Et donc, on a pu nous segmenter la population entre différentes sous-populations et notamment la cible des engagés. Alors, les engagés, c'est des gens qu'on a définis comme étant des gens très impliqués dans leur consommation, de manière générale, c'est-à-dire que c'est des gens qui font très attention à ce qu'ils consomment en produits alimentaires notamment. Ils vont choisir des produits plus locaux, des produits bio, des produits issus de petits producteurs. Et donc, ils font très attention à, dans leur consommation, à l'impact environnemental. Et bien évidemment, ça a une rémanence sur ce qu'ils consomment au niveau textile. Et en l'occurrence, c'est aussi des gens qui vont notamment acheter des articles de seconde main. On avait pu mesurer avant le confinement, donc là, avant qu'on ait cet état de crise, quelle était la part des gens qui se projetaient sur ce profil. Globalement, c'était à peu près 16% des Français qui se définissaient comme étant des gens engagés. Une fois que le confinement était levé, on les a réinterrogés et là, il y a 13,3% des Français qui ne se projetaient pas avant sur ce portrait-là et qui imaginaient, après le confinement, adopter ce mode de vie et avaient envie vraiment d'aller vers cette consommation plus engagée. Ce qui fait que sur une échéance plutôt court terme, on a globalement près de 30% de la population, donc à peu près 6,9 millions d'individus, qui envisagent et se reconnaissent du coup dans cette consommation beaucoup plus engagée. Ça, Régis, c'est quelque chose que toi, tu as ressenti sur les marques plus orientées responsables? Alors, nous, on l'a ressenti très, très clairement et très fortement. Alors, en fait, on a sur l'exception lancé ce qu'on appelle, c'est pas vraiment un label, mais en fait un guide pour nos clients qui s'appelle Smart Choice, qui permet aux clients de retrouver un certain nombre de produits éco-responsables. Et donc, on va définir, alors on avait en plus vu ça avec nos amis de Galeries Lafayette, qui nous avaient autorisé à reprendre un certain nombre de leurs critères. On avait mis donc le Made in France, les matières bio, mais aussi maintenant, on s'intéresse beaucoup aux big corporations, aux sociétés comme Patagonia qui adhèrent à 1% pour la planète, etc. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que par exemple, si vous prenez la période on va prendre juste même la période de confinement, nous, donc de mars à mai 2015, on avait vraiment un prêt-à-porter qui était en très faible croissance. On faisait à la fois sur la femme, on faisait plus 7, sur l'homme plus 5, vous voyez, quelque chose d'assez flat. Pendant ce temps-là, toute la partie éco-responsable sur la femme, on avait une augmentation des ventes de 90%. Et sur l'homme, on avait une augmentation des ventes de 30%, donc beaucoup moins forte. Par contre, sur le deuxième semestre, la partie éco-responsable a littéralement explosé, vu que là, aujourd'hui, par exemple, là, si je vous parle de la période deuxième confinement, les ventes femmes de éco-responsables ont augmenté de 150% et les ventes hommes ont triplé. On a fait plus de 100%. Et le chiffre d'affaires de la mode éco-responsable chez nous, c'était autour de 10% l'année dernière. Et là, c'est passé quasiment à 20% du chiffre d'affaires. Et quand je parle de chiffre d'affaires, c'est chiffre d'affaires global, prêt-à-porter, maroquinerie, accessoires, etc. Donc on voit aujourd'hui, nous, une très, très, très forte dynamique sur ce segment et on pousse l'essentiel de nos marques à rentrer complètement dedans, à lancer des lignes bio, même lorsque ce n'est pas possible sur la laine, c'est parce qu'on n'en trouve pas forcément facilement, d'utiliser la laine museling free, de rapatrier de la production en Europe. On voit que le client, en tout cas, est vraiment preneur de cette mouvance. Je dirais, à une chose près, c'est le prix. Ouais. Et là, ça, c'est important d'illustrer parce que nous, on a lancé une capsule Made in France sur nos manteaux, qui est une magnifique capsule intégralement fabriquée en France. Et cette capsule, aujourd'hui, elle plaît énormément, elle est énormément cliquée. C'est parmi les produits les plus regardés sur l'exception, mais ils ne vendent que très peu parce qu'on est sur des produits entre 500 et 600 euros, ce qui est déjà pas très cher pour du Made in France. Et là, on a vraiment tapé sur le haut du panier et on se rend compte que du coup, ça va un petit peu trop loin, quoi.
Donc, le client veut de la mode éco-responsable, mais pas cher. Et pour ça, nous, par exemple, les marques qu'on trouve les plus en ligne avec ce créneau, c'est du Patagonia, ça va être du Knowledge Cotton Apparel, ça va être du Samso Samso, ça va être du Pitcher Organic, voilà, ce genre de marques où on arrive à un prix entre 100 et 200 euros et en même temps, c'est éco-responsable et il y a un discours très fort en faveur de la planète. Ok, merci beaucoup. Et donc, ça fait complètement lien. Effectivement, les consommateurs se disent engagés et ils attendent que les marques les accompagnent dans cette consommation. Et il y a une vraie volonté du coup de les privilégier. Donc là, on a regardé quelles étaient du coup les attentes en termes d'engagement de marque sur différents marchés, de prendre en benchmark ce qui se passe sur le prêt-à-porter adulte et aussi ce qui se passe au niveau de l'alimentaire et de l'hygiène beauté. Donc il faut savoir que en termes de choix de marques engagées, on a une appétence encore plus forte que sur la mode au niveau de l'alimentaire et de l'hygiène beauté, ce qui est assez intuitif dans le sens où on fait très attention à ce qu'on mange, on fait très attention à ce qu'on se fait sur la peau. Et on va dire dans un troisième volet, on va faire aussi attention aux vêtements qu'on porte. Mais bon, globalement, ils sont prêts à privilégier les marques qui sont engagées et c'est une vraie attente sur ce marché. Alors l'engagement, il peut prendre différents volets. Régis parlait beaucoup de matières, de lieux de production notamment, mais il y a aussi dans la manière dont on communique qui peut avoir vraiment une incidence aujourd'hui sur l'image de la marque. Et on a fait l'exercice de regarder pendant la période de confinement, justement, d'interroger les Français sur les marques et enseignes qui citaient spontanément quand on leur disait des marques dont vous vous rappelez qui ont mené des initiatives solidaires pendant le premier confinement. Donc, ça pouvait être très large. C'était à la fois sur la production de masques, mais ça pouvait aussi être sur la production de gel hydroalcoolique. Ça pouvait être aussi sur des pourcentages de vente qui étaient reversés aux hôpitaux. Ça pouvait être des repas qui étaient donnés aux soignants. Donc, toutes ces actions solidaires. Et on voit que dans les palmarès, on voit majoritairement des enseignes de mass market. Il y a bien que LVMH au niveau du luxe qui s'illustre parmi cette liste, et c'était au moment du lancement des gels hydroalcooliques. Et ce qui, au-delà des scores et des enseignes et des marques qui sont citées, ce qui est important de noter, c'est que ça a une vraie incidence, donc comme je vous le disais, sur la perception qu'on peut en avoir. On avait 80% des Français qui déclaraient que ça améliorait vraiment leur image de marque. Donc un vrai intérêt pour les enseignes et les marques de communiquer pendant cette période. Ça a été un vrai questionnement pour beaucoup d'acteurs de se dire, est-ce que je dois prendre la parole pendant cette période? Est-ce que les consommateurs vont être ouverts à ces communications? En l'occurrence, oui, quand elles faisaient part d'initiatives solidaires. Aller plus loin, justement, on a focusé sur ce qui s'était passé pour Decathlon. Donc Decathlon a pris un angle un petit peu différent. Il n'a pas fabriqué des masques en tissu. Par contre, il a détourné l'usage de ces masques de plongée qui ont été reconditionnés pour servir pour le personnel soignant. Et ça a eu un impact très fort au niveau de l'image, on va dire, sociétale de cette enseigne. Donc, elle a gagné vraiment 6 points sur cet item, donc être une enseigne responsable, donc ça englobe l'éthique, l'environnement et le social, pour les gens qui ont été exposés à cette campagne. Et ça joue aussi ce qu'on appelle la cote d'amour, une enseigne qui a vraiment pris de l'importance dans le cœur des consommateurs, qui ont pu voir ces différentes campagnes. Et au-delà des masques, il y avait vraiment tout un accompagnement aussi sur des illustrations de gens faisant du sport chez eux, donc un côté très humoristique qui a beaucoup diverti les consommateurs pendant cette période. Et ça aussi, ça a vraiment été apprécié. On peut noter aussi le petit point anecdotique justement qui a fait que beaucoup d'enseignes de sport ont gagné des points pendant cette période de confinement. En accompagnant les consommateurs, notamment sur du coaching à distance, sur des cours, on a quand même 30% des sportifs en France qui ont utilisé une aide numérique pour pratiquer du sport pendant cette période. Donc, c'est principalement via tout ce qui est YouTube et les sites de streaming que ça s'est fait, mais également tout ce qui va être applications sportives, réseaux sociaux et également les marques et ou enseignes qui ont développé leurs propres leçons de coaching à distance. Là-dessus, c'est vrai que nous, on a eu une communication qui a été effectivement aussi en question sur le premier confinement, parce que, un peu comme tout le monde, on ne savait pas trop comment il fallait communiquer auprès de nos clients sur cette période compliquée. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place la capacité de donner des dons à la Fondation des Hôpitaux de Paris et on a lancé un masque dont on a reversé 100% de la marge, et pas simplement de bénéfice, mais vraiment l'intégralité de la marge à la Fondation, et on en a vendu 1500.
ce qui pour nous est énorme parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de volumétrie. On a un revendeur multimarque, donc d'habitude, quand on fait une ligne à 12, on est déjà impressionné par la profondeur, quoi. Et donc là, on a vu qu'il y a eu un très très gros retour des clients, très positif, en disant que c'était bien de s'engager, même si c'était effectivement encore un tout petit geste par rapport à ce qu'a pu faire un Décathlon, par exemple. La vision positive qu'ont les clients de notre enseigne. Alors pour revenir du coup sur l'engagement, donc au-delà de la communication, ça c'est pour vous illustrer le point comme quoi les consommateurs sont vraiment en attente de critères RSE et de plus en plus auprès des marques. Là, ce sont des items qu'on a pu mesurer après le confinement et on a pu voir que tout ce qui touchait l'engagement de la marque, les valeurs de la marque et l'origine de fabrication étaient vraiment des attentes qui étaient montantes chez les consommateurs. Et notamment pour l'origine de fabrication, donc, qui est montée d'un rang, est important près d'un quart des Français. Donc cette tendance et critères RSE émergent vraiment de plus en plus dans les critères de choix et les drivers d'achat de la mode. Et pour illustrer ces attentes de produits fabriqués en France ou tout du moins dans un sourcing européen, c'était une attente vraiment très très forte et très exacerbée pendant le confinement où 62% des Français exprimaient vraiment cette attente. Donc je pense que Régis l'a très très bien résumé tout à l'heure, on sent bien cette explosion et cette attente de vouloir consommer différemment et de manière plus responsable chez les Français. Alors par contre, aller sur ce terrain de l'éco-responsabilité, c'est pas donné à tout le monde, ou en tout cas, s'il faut le faire, ça va probablement être un travail qui va être relativement de moyen terme, voire de long terme. Beaucoup d'enseignes et d'acteurs se sont mis justement à développer des actions très responsables. Ça passe beaucoup par effectivement les produits. Mais aujourd'hui, quand on interroge les Français sur quelles sont les enseignes qu'ils perçoivent comme étant des enseignes de mode responsable, alors là, dans un spectre de tracking qu'on a, c'est à peu près 40 enseignes qui sont déjà listées auprès des consommateurs, ce n'est pas de la déclaration spontanée. Eh bien, celle qui va émerger de manière significative par rapport au peloton qui suit, c'est principalement l'enseigne Bonobo Jeans, qui dans son ADN de départ, de toute façon, a beaucoup travaillé sur des matières éco-responsables. Et aujourd'hui, parmi ce spectre de 40 enseignes, qui sont majoritairement des enseignes de mass market, eh bien, il y a à peu près un quart des Français qui considèrent que Bonobo est une enseigne de mode responsable. Et on voit bien que malgré toutes les actions, aujourd'hui, peu d'enseignes sont perçues telles quelles. Donc, il y a vraiment un discours qui doit, et des actions en tout cas, qui doivent être appuyées dans le temps pour pouvoir réussir à vraiment convaincre les consommateurs et que ce ne soit pas juste perçu comme du greenwashing. Alors, on parle beaucoup de critères éco-responsables. Ce sont des critères qui sont montants, c'est certain au niveau des consommateurs. Maintenant, moi, je suis là aussi aujourd'hui pour apporter un angle plus large et vous donner quels sont aujourd'hui les critères qui sont importants, les premiers critères importants dans le choix d'un produit de mode. Et le principal enseignement, c'est que pré- et post-confinement, sur les 8 premiers critères de choix que vous voyez ici, donc le confort, le prix, la qualité, ainsi de suite, eh bien, n'ont pas évolué avant et post-confinement. Donc, on reste quand même sur les 8 premiers critères de choix. Et finalement, tout ce qui touche aux critères RSE sont montants, mais ne sont pas les premiers critères et ne sont pas encore prioritaires, on va dire, dans l'achat. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le premier critère de choix aujourd'hui, ce qui va faire vraiment qu'on va passer à l'acte d'achat et qu'on va choisir un produit plutôt qu'un autre, c'est le confort du produit. Donc, on est sur des choses qui sont finalement très pragmatiques et sont vraiment intrinsèques au produit, ainsi que la qualité, solidité, finition. Donc là, on peut vraiment voir quand même le lien sur ce côté durabilité du produit. Et puis en deuxième critère de choix, mais ça j'ai envie de dire c'est très français et c'est un incontournable, le prix des articles. Donc derrière ça, on voit effectivement le confort et surtout le bon rapport qualité-prix qui va émerger dans le choix des consommateurs. J'ai une petite question pour Régis. Mm-hmm. On a beaucoup parlé d'une orientation des achats mode, peut-être plus de mode pointu, vers des vêtements un peu armure, protection, couvrant, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui se ressent, sachant que bon, c'est l'hiver, automne-hiver, et que forcément il y a plus de manteaux et de vestes, mais est-ce que c'est quelque chose que tu vois dans les lookbooks des marques pour les saisons à venir? Alors, je pense que ça va beaucoup se voir sur la saison prochaine parce qu'on va aller
là pour de l'automne-hiver 2021. Et donc là, je pense qu'on va commencer à voir est-ce qu'il y a un changement de tendance par rapport à l'année dernière. Parce que pour l'instant, on a fait quelques précollections, donc mais c'est pas encore grand-chose. Et souvent, les précollections qu'on fait en novembre-décembre, c'est souvent les basiques. Hein. C'est pas les plus forts en termes de style. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, sur cette partie outerwear, la période confinement a été catastrophique, hein, ça c'est évident. Les gens restant chez eux, on a vu une baisse de la catégorie nous manteaux. Sur la femme, c'était une baisse de l'ordre de 20%, sur l'homme, c'était moins 35%. Et je vous parle des ventes Internet, hein, parce que j'exclus bien sûr toujours la boutique vu qu'elle était fermée. Donc ça fausserait l'ensemble des stats. Mais c'est-à-dire que vraiment, on était sur une baisse très forte là-dessus. Les gens ne sortant plus de chez eux, ils n'achetaient plus d'outerwear. Et là où aujourd'hui, sur le deuxième semestre, par exemple, on va voir une augmentation là, sur la période post-deuxième confinement, là. Donc à partir du 29 octobre, je suis sur une augmentation des ventes des manteaux femmes de 90% et sur les manteaux hommes de 50%. Et sur l'homme, si je rajoute les blousons, vestes, parce qu'en fait c'est une autre catégorie chez nous, on est à 300% de croissance sur cette catégorie-là. Donc là, effectivement, mais bon, je pense Mathias, là c'est plus lié à la saisonnalité. On est rentré dans un deuxième confinement à une période où il faisait froid, où il pleut beaucoup. Donc là, du coup, on a vu effectivement, notamment sur des marques comme Kawaii qui ont littéralement explosé. On a vu une très forte augmentation des ventes, mais on a aussi ça sur Woolrich, par exemple, qui a marché très fort. Mais par contre, je l'ai moins sur un Canada Goose qui aujourd'hui est quand même bien empêtré sur des problèmes justement d'éco-responsabilité. Et pour répondre à la question que tout le monde se pose, cet été, les Birkenstock, le confort, est-ce que c'est quelque chose qui est ressorti ou pas? Alors oui, très clairement. Alors nous, en tout cas, sur la partie prêt-à-porter, on est un petit peu moins sur ce type de produit. Donc en fait, là, suite au point qu'on a fait la semaine dernière, j'ai dit aux acheteurs, je veux du jogging pour la semaine prochaine. Ils ont contacté 2-3 marques et on aura du jogging pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous, en tout cas, là où on a vu une différence, c'est notamment sur la chaussure. Donc oui, Birkenstock. Alors pour vous donner une tendance, hein, donc sur le prêt-à-porter, sur la chaussure, pendant le premier confinement, donc on se dit les gens ne vont pas sortir de chez eux pendant 2 mois. Est-ce qu'ils vont acheter de la chaussure? Donc la question sur la femme est oui, enfin la réponse est oui. La femme confinée achète de la chaussure. Alors qu'on avait une croissance faible, la chaussure femme a augmenté de 26% en termes d'augmentation des ventes. Avec 2 focus, la sandale qui a augmenté de 40% et l'espadrille qui a augmenté aussi autour de 40%. Et ça, si vous vous rappelez, c'est parce que le confinement, il faisait très beau. Un confinement, les femmes, même si elles étaient chez elles, elles achetaient quand même de la chaussure pour le moment où elles pourraient sortir. À l'inverse, les chaussures hommes ont été en baisse de 20%. Donc, vous avez un gap entre la femme, les chaussures augmentent de plus 30 et l'homme, moins 20. Avec là un effondrement de toutes les catégories, sneakers, bottines, sandales, etc. Donc, absolument tout s'est effondré sur le marché masculin. Et donc, pour revenir à Birkenstock, oui, on a eu une croissance du coup pendant la période de confinement de 90%, donc un doublement des ventes quasiment sur la femme. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que le marché de la Birkenstock homme, alors que l'homme, les ventes sont en baisse de 20%, on a fait plus de 100% sur la Birkenstock pour homme. Donc très clairement, les gens sont achetés des chaussures, enfin les hommes se sont achetés des chaussures d'intérieur et pas des chaussures d'extérieur. Et sur Birkenstock, on a eu 92%, mais avec une marque comme Castaner sur l'espadrille, par exemple, on a doublé les ventes aussi pendant la période de confinement, en faisant un plus 108. Très bien. Voilà. Et je regrette de ne pas avoir acheté la North Face, le North Face. Et pareil, j'ai envoyé ça aux acheteurs parce qu'en plus, on est en plein achat de pré-collection. Je leur ai dit ça, on des caisses pour l'hiver prochain, parce qu'à mon avis, il n'y a pas de raison que la tendance s'arrête. C'est sold out partout, le chausson North Face. Voilà, et je pense que ce chausson restera sold out la saison prochaine. C'est comme la Retro X chez Patagonia, ou la veste Kawaii. Merci. Donc, pour continuer sur la mode responsable, on se disait, donc là, vous voyez que les clients donc, cherchent de la mode plus responsable, mais le prix reste un impondérable. Et donc aujourd'hui, ce qui répond le mieux finalement à cette équation qui est des fois, et ces injonctions qui sont un peu difficiles à satisfaire, de vouloir consommer responsable, et du coup ne pas forcément mettre très cher, eh bien trouve sa réponse dans la mode d'occasion. Donc c'est vraiment une lame de fond aujourd'hui sur le marché de la mode. C'est de toute façon l'occasion est dans notre quotidien sur l'électronique, sur les meubles, sur les voitures. Donc ça fait partie aujourd'hui de nos achats et notre routine achat. Et donc quelques chiffres qui illustrent ce phénomène. Donc sur l'année 2020, on a quand même 29% des Français qui ont acheté de la mode d'occasion.
Et on a 36% des Français qui en ont vendu. Donc, bien évidemment, il y a des gens qui font les deux, qui achètent et qui vendent. Et il y a des exclusifs acheteurs, des exclusifs vendeurs. Mais si on résume, globalement, on a près d'un Français sur deux qui a eu un rapport à la mode d'occasion, qu'il soit acheteur ou qu'il soit vendeur. Donc, on peut vraiment plus dire qu'on est sur un phénomène émergent. On est vraiment sur une tendance de fond et qui s'installe. Il faut avoir en tête que le site le plus connu aujourd'hui reste Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est aussi de par son caractère très généraliste et de mailler l'intégralité aujourd'hui des produits qui peuvent nous équiper, qui fait qu'on a quand même 80% des acheteurs de textiles qui connaissent ce site. Mais en termes de transformation, c'est aujourd'hui Vinted qui réussit tous les records. Vinted n'est pas le site le plus connu, par contre, c'est celui où on achète le plus aujourd'hui en termes de mode d'occasion. Et c'est aujourd'hui le site internet qui enregistre la plus forte fréquence d'achat, donc sur un top 20 de sites e-commerce, avec 5 actes d'achat qui sont réalisés sur une année. Donc un top score pour Vinted qui convertit massivement, notamment la cible des 25-34 ans qui sont particulièrement affines avec cette mode d'occasion. Alors, on a parlé du confort, je pense que c'était très bien illustré juste avant. Ça vient s'inscrire dans une tendance globale qu'on va définir de homing, chilling, qui s'installe là aussi chez les Français. De manière générale, c'est vrai que le confinement a eu cet impact que les Français donc, sont restés beaucoup à la maison et ils ont envie justement de s'occuper de leur intérieur, se faire plaisir avec leurs enfants, avec leurs conjoints, se mettre à faire la cuisine. Donc on a très fort rebond sur ces catégories de produits, notamment frais. Des Français qui, alors par la force des choses, ont eu moins d'opportunités d'aller en dehors, mais une fois que les restaurants ont réouvert pendant la rare période entre les deux confinements, il y avait quand même 7% des Français qui intentionnaient d'aller moins souvent justement dans les restaurants et les bars, donc cette volonté de se recentrer sur son foyer. Ils sont beaucoup restés à la maison, donc c'était l'occasion de refaire toute leur déco. Donc on a quand même 16% des Français qui ont refait leur décoration pendant ce premier confinement. Et on a observé dans les achats une croissance de 10% des dépenses sur le linge de maison, justement. Je crois d'ailleurs, Régis, tu avais quelques items par rapport à ça aussi, il me semble, sur la déco. Oui, alors nous, sur la décoration, on a eu des catégories qui sont restées très dynamiques, hein, et notamment, donc aujourd'hui, on est sur une croissance, donc tout ce qui est loisirs, maison, on est à 150% de croissance. Sur les arts de la table, qui sont tout ce qui est théière, voilà, petite décoration, etc., on est à plus 72. Tout ce qui est les bougies, plus 86. Donc on a effectivement aussi une tendance forte. Et on a rentré aussi du coup du soin qu'on n'avait pas forcément en vente avant la période de confinement, et sur lesquels, donc j'ai pas d'historique, mais sur lesquels on a aujourd'hui beaucoup de ventes. Ouais. Ça commence vraiment à accélérer. Donc derrière ce spectre de rester bien chez soi, donc on peut constater aussi tout ce qui est jeux de société, c'est un marché qui vraiment se développe de manière très très rapide. Et puis bon, bah là ça fait juste le point sur ce qu'on disait juste avant. Tout ce qui est cocooning, loungewear ont particulièrement progressé aussi post-confinement. Nous on lit ça sous un spectre d'usage des produits. Parce qu'on demande aux consommateurs quand ils achètent un produit pour quel usage ils l'ont fait. Et en l'occurrence, on a une croissance de 16% des dépenses pour des produits qui sont utilisés pour la maison, pour le cocooning. Et on a bien une stat sur les chaussons, nous aussi. Alors, ce sont les chaussons. On n'a pas le détail spécifique sur les North Face, mais en l'occurrence, on a une croissance de plus de 23% sur les chaussons, tout ce qui va être mule d'intérieur, qui a particulièrement, du coup, séduit les consommateurs. Et c'est un marché qui était en forte décroissance depuis plusieurs années. Donc là, il y a un vrai rebond pour ce marché. Et bien évidemment, sweat et jogging qui ont échappé à la crise. Mais nous, on confirme aussi une grosse tendance sur le sweat. Hein. C'est vrai que le sweat, à un moment, d'ailleurs, c'était en baisse. Hein. Chez nous, c'était pas un truc sur lequel on investissait beaucoup. Et là, on a eu une tendance tellement forte que du coup, on a dissocié la catégorie sweat de la catégorie pull, parce qu'on voyait que les gens ne cherchaient pas des pulls, ils cherchaient vraiment des sweats. Et on a changé complètement notre catégorisation produit pour pouvoir rentrer plus de sweats. Avec quand même, aujourd'hui, on le voit, les gens, ils vont chercher aussi un sweat, ils vont chercher beaucoup des sweats bio. Coton bio, etc., c'est vraiment ceux qui marchent le plus. Hein. Et on a des marques comme Colorful Standard, par exemple, qui étaient normalement coton normal, entre guillemets, qui sont passés en coton bio récemment, et ça a eu un vrai boost sur les ventes. Alors c'est vrai que le sweat et le jogging, au-delà on va dire, d'un porté à la maison, ça appelle aussi bien évidemment le marché du sport. Et pour accompagner cette tenue du coup du sweat et du jogging, on a pu déjà constater que la sneakers, donc il y a un phénomène là aussi de fond,
On a une croissance juste hallucinante depuis une dizaine d'années de ce marché, donc qui a une croissance de plus de 190% entre 2011 et 2019. Donc, en 2019, il y a quand même 20,6 millions de paires de sneakers qui se sont achetées en France. Mais surtout, ce qu'on a pu constater, donc cet engouement des sneakers, il était déjà là depuis longtemps. Mais au sortir du confinement, les Français ont vraiment eu cette envie d'être très à l'aise dans leurs vêtements. Et on avait quand même 3/4 des Français qui exprimaient être vraiment dans cet état d'esprit. C'était le nouveau mantra, je ne serai jamais sans mes baskets. Donc, on est convaincu que cet engouement des sneakers et ce développement de marché ne va pas se tarir. Et puis, ça vient nourrir, donc, comme je vous le disais, également le marché du sport. Parce que l'autre incidence du confinement, c'est qu'il y a une partie des Français qui ne faisaient pas du sport qui s'y est mis, justement, pendant ce confinement. Il y a à peu près 10% de la population en plus qui s'est mis à faire du sport. Donc, notamment grâce à ces aides de cours à distance qui ont suscité des vocations de sportifs. Et ce qui a pu traduire également dans les sur du sport qui ne se tarit pas, c'est justement la rentrée de Nike dans le top 20 des acteurs fashion en France, donc qui est très symbolique parce qu'aucun acteur, on va dire, de marque vraiment de sport n'était encore dans le top 20. On avait des gros retailers comme Decathlon, comme Intersport, mais là, Nike en tant que marque rentre parmi les 20 premiers acteurs de la mode. Donc autant dire effectivement que le marché du sport et sportswear a de beaux jours devant lui. Merci. Merci beaucoup. J'avais une question, sauf si Régis, tu voulais compléter quelque chose sur l'aspect sport peut-être? Moi, sur l'aspect sport, alors c'est sûr que la sneakers devient vraiment essentielle aujourd'hui dans l'assortiment des ventes. Et effectivement, par exemple, la sneaker, c'est toujours au-dessus des tendances générales. C'est-à-dire que pendant le premier confinement, par exemple, la chaussure femme faisait 26% de croissance, la sneakers faisait plus 38%. On avait vraiment un gap entre les deux. Sur post-confinement, donc à partir du 16 mai, la sneakers femme est repartie en croissance à plus 43%. Ce qui reste, voilà, ce qui a été très dynamique. Et là, sur le deuxième confinement, on est plutôt sur des croissances de 150% sur la sneakers femme. Donc voilà, donc c'est toujours, nous on le voit, quand la chaussure fait du plus 30, la sneakers fait plus 40 ou plus 50. C'est vraiment ce qui drive la croissance aujourd'hui. Avec de la sneakers, à la fois de la rétro-running, donc vraiment pour porter en ville, qui est plus une histoire de look qu'une histoire de sport. Et de l'autre côté, effectivement, la New Balance, la ASICS, etc., que nous, on commence à faire pour la partie un petit peu plus sport. Après, nous, sur la partie sportswear, on a rentré des accessoires de sport, type des poids qui se mettent autour des bras là, pour faire du sport, ce genre de choses. C'est des trucs qui ont marché très, très fortement. C'est-à-dire que là, les poids Bala qu'on a rentrés il y a à peine 1 mois et demi, on en est déjà au 3e réassort. Et en fait, on faisait des réassorts de 20 pièces et elles partaient en 10 jours. Et on s'est dit, en fait, il faut faire des réassorts de 100 pièces. Et ça, c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Normalement, comme tout revendeur, on est plutôt à picorer. Et donc là, on a vu un gros engouement là-dessus. Les tapis de yoga aussi, par exemple, qui était une catégorie qu'on ne vendait pas du tout et qu'on commençait à bien marcher. Donc voilà, sur le sport, en tout cas, on a vu une grosse dynamique. D'accord. Merci. Il y a une question qui vient de tomber sur le chat. Pardon. Vous avez abordé la consommation seconde main, mais avez-vous des informations sur les achats outlet? Alors, les achats outlet, on mesurait, je crois qu'on mesurait ça sous le spectre plutôt des retailers, du coup, et de se dire dans quel type notamment les pure players, est-ce que les pure players outlet pesaient lourd ou pas. Ça pèse encore de manière assez anecdotique sur le marché. Je n'ai pas le chiffre exact, il faudrait que je regarde plus précisément, mais ça reste assez anecdotique. D'accord. Alors, nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est la question qui pouvait se poser, c'est est-ce que les gens vont, avec effectivement un impact sur le pouvoir d'achat, se ruer sur les soldes, sur les promotions, et du coup, on verrait un impact sur le full price, qui était quand même quelque chose qu'on voyait beaucoup, l'augmentation des soldes, des promotions, etc. Effectivement, ça commençait à être problématique. Nous, par exemple, si on prend un récap de l'année, là, vraiment du 1er janvier à aujourd'hui, les ventes full price ont augmenté de 60%. Les ventes en solde ont baissé de 11%. Donc, en fait, nous, comment on l'explique? C'est déjà parce que la période de solde a été réduite de 6 à 4 semaines. Donc, on a perdu 1 mois de solde sur l'année. Donc, déjà, vous avez perdu 30% du chiffre d'affaires. Mais c'est aussi que là, on a eu en tout cas des périodes de consommation full price qui ont été très bonnes.
notamment sur la rentrée, septembre, octobre. Là, il y a eu le Black Friday, etc. Donc, c'est un petit peu impacté. Mais nous, par exemple, sur la période de promotion de mi-saison de novembre, on avait 30% de produits en moins en promotion par rapport à l'année dernière. Donc, lorsqu'on a abordé la période promotionnelle, j'étais assez inquiet en me disant, avec 30% en moins, on va se planter. Et la réalité, c'est que du coup, il y a eu un report sur le full price. Et est-ce qu'il y a eu une modification du panier, c'est-à-dire sur des produits peut-être plus chers mais moins nombreux ou, Alors, on a, nous, aujourd'hui, une stabilisation du panier moyen. On s'était vraiment posé la question, est-ce qu'il va baisser, etc. Aujourd'hui, on est toujours, nous, le nombre de produits par panier, par exemple, est très stable. Il est entre 1,5 et 1,6 et il évolue très peu. Et le panier moyen, là, je ne vais pas te dire de bêtises, sur novembre, il a un petit peu baissé, mais il était en augmentation sur octobre, par exemple. Ok. Octobre, on était à 205, on est passé à 210. Et novembre, on était à 197, on est passé à 183. Mais ça s'explique aussi à cause du décalage du Black Friday. Parce qu'en fait, pendant les Black Friday, les clients passent des très grosses commandes. Et comme l'année dernière, c'était en novembre et cette année en décembre, Ouais. du coup, il y a un report sur le... D'avoir un report sur décembre. Ok. Mais c'est vrai que sur la partie justement que soulignait Kantar, sur le fait que la catégorie socio-professionnelle aisée va moins consommer, nous aujourd'hui on ne le sent pas forcément parce que après on est vraiment sur du CSP+, entre guillemets, donc qui a été probablement les moins impactés par la crise, mais c'est aussi parce que effectivement, alors on voit que certains clients vont baisser leur consommation, passer moins de commandes par an, mais il y a une grosse acquisition de nouvelles clientèles, quoi. Donc on arrive grâce à ça à compenser cette perte. J'avais une question concernant l'expérience retail. Est-ce que vous pensez que le plaisir shopping est encore là ou est-ce que là on est dans un engouement de courses un peu pratiques liées à Noël? Et puis l'autre question sous-jacente, c'est est-ce qu'il y a des nouvelles tendances de shopping qui vont perdurer, type click and collect? Est-ce qu'on va aller plus loin avec du e-shop livré par drone? Enfin voilà, comment est-ce que vous voyez un peu les 10 prochaines années en termes de plaisir shopping? Ne serait-ce que la prochaine année, je pense que c'est. Ouais. La prochaine année et un peu plus loin dans 10 ans avec les drones. En tout cas, sur la partie click and collect, en tout cas tous les services qui sont proposés pour pouvoir délivrer rapidement et en dehors des magasins, ça c'était une vraie attente pendant le confinement. On avait jumpé, je crois, entre 8 et 17% des Français qui attendaient vraiment ça. Et nous, sous le spectre de nos clients, tous les retailers ont décidé de mettre ça de manière pérenne. De développer tout ce qui est drive piéton, aussi drive parking qui n'était pas du tout existant. Et ça, ce sont des choses qui vont rester dans le temps. De toute façon, on est convaincu que ça restera une volonté un parcours d'achat qui est complètement fluide aujourd'hui pour les consommateurs. Alors moi, je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais je pense que, en tout cas, on sent, nous, sur le deuxième semestre, que sur la partie e-commerce, il y a un véritable rebond de la consommation. En fait, très clairement, il y a eu un premier semestre et un deuxième semestre 2020. Premier semestre, comme je vous disais, faible croissance des ventes. Et même si on a entendu des chiffres de croissance très forts sur l'e-commerce, la réalité du e-commerce de prêt-à-porter n'était pas si glorieuse que ça. Et d'ailleurs, les croissances e-commerce sont les plus basses historiquement. On a fait, même globalement, l'e-commerce a fait moins de croissance en 2020 qu'en 2019. Quoi. Les seuls qui s'en sont sortis bien, c'est tout ce qui est épicerie fine, enfin tout ce qui était vraiment plutôt maison, décoration, épicerie fine, équipement. Mais tout ce qui est équipement de la personne a moins bien marché. Le deuxième semestre, là aujourd'hui en tout cas avec le deuxième confinement, a vu une dynamique complètement folle se mettre en place. Donc on vous dit complètement folle, nous on est sur des croissances donc sur le deuxième, depuis le 29 octobre, notre croissance elle est de 75%. Avec des catégories, donc je vous disais, donc le prêt-à-porter, femmes comme hommes, on va être sur des croissances entre 50 et 60%, mais les sneakers, on est à 120. Tout ce qui est manteau, je vous disais, blouson, on était à plus 300, les sweats plus 700, les jeans plus 100, la maroquinerie x2, la chaussure homme x2. Tout ce qui est catégorie maison, on est à x3 en termes de vente, les bougies x2, enfin x3, pardon, plus 200. Voilà, donc il y a une espèce de dynamique absolument folle qui est en train de se mettre en place maintenant. Qui est lié au fait qu'il y a un report massif, là, très clairement, des ventes sur l'e-commerce. Report massif qu'il n'y avait pas eu forcément au premier semestre. Il y a peut-être eu cet effet aussi, on n'avait aucune certitude sur la réouverture de toute façon des magasins sur le mois de décembre.
Ouais. Et même là, en fait, du coup, les gens ont anticipé Noël Oui, exactement. en achetant plus sur le web. En plus, la Noël, quand même, plus tôt, hein, parce que les vacances, donc ce qui change complètement la donne par rapport à l'année dernière. Donc, tout le monde a commandé plus tôt. Et aujourd'hui, nous, on le voit sur la boutique. Alors, pour revenir sur la boutique, il y a des clients qui étaient là dès le premier jour de la boutique, qui étaient très contents de retrouver du service, le conseil et leur vendeur préféré, parce que ça joue aussi, hein, vraiment, cette histoire de vendeur. Ils appellent pour savoir quel jour est ce vendeur-là, parce que j'ai vraiment envie de faire mon essayage avec lui, etc. Et donc, en fait, la boutique aujourd'hui, clairement, a un rôle plus de vitrine et il va lui falloir lui trouver un nouveau business model, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les ventes telles qu'elles sont, et moi, je ne vois pas comment ces ventes-là vont tout d'un coup être doublées. Quand on a fait moins 50 sur un an, on ne va pas faire x2 l'année d'après pour revenir au niveau normal. Donc, ça va mettre des années à revenir à un niveau normal. Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que la boutique donc survive? Et nous, par exemple, ce qu'on a décidé là, c'est de donner des ventes du web à la boutique. Sur tout ce qui est super express, c'est-à-dire mettre en place de la livraison 2 heures depuis la boutique, en disant à la boutique, même si la vente vient de l'e-commerce, en fait, c'est une vente boutique. Et de cette façon-là, on rebooste le chiffre d'affaires boutique en déversant une partie des ventes e-commerce vers le retail. Et ça permet de motiver les équipes. Aujourd'hui, elles sont toutes complètement avec un moral à plat. Parce que c'est pas leur faute, ils sont contraints à tout un tas de normes hyper compliquées. Tous les jours, ils font pas le budget, donc ils sont là en train de se dire, mais voilà, ils sont complètement, ils ont en plus aucun levier d'action pour améliorer ça malheureusement. Et donc aujourd'hui, il faut rebooster le moral, il faut rebooster le chiffre de ces boutiques. Et donc aujourd'hui, nous, c'est comme ça qu'on va faire. C'est vraiment compenser, perdre une partie sur le web pour déverser vers le retail. Et est-ce que tu as vu, je ne sais pas, des inputs de la part des marques, donc de tes fournisseurs, Régis, avec des propositions ou justement un espèce d'échange plus fort pour soit sur des catégories de produits, soit sur du service ou des choses comme ça? Alors nous, ce qu'on a vu très récemment, qu'on voyait moi l'année dernière, c'est des collaborations en direct avec les marques, parce que les marques, en fait, se sont retrouvées dans une situation à avoir beaucoup de stock et des boutiques fermées. Et où d'habitude les marques sont toujours il faut acheter en ferme, machin, pas de clause de reprise, voilà. Et donc du coup tu as un assortiment qui est limité avec peu de profondeur et tu fais pas de réassort à partir d'octobre parce que tu n'as pas envie de te planter. Si jamais c'est toujours le cas, tu réassortis 20 pièces puis tu vends plus rien. Et donc en fait là on a pas mal de marques sur lesquelles on commence à travailler un peu en open stock, c'est-à-dire qu'on va aller piocher directement le stock chez eux avec des résultats qui sont extrêmement bons, hein. Sur une marque, on le fait maintenant beaucoup en bijoux, sur une marque comme Ginette, là, on est à plus 60% sur les ventes à date, parce que en fait, on a un assortiment de base et en fait, on fait 50% des ventes sur leur stock à eux. Et là, par exemple, une marque comme Barbour, sur lesquelles aujourd'hui, on est un peu entre guillemets e-shop officiel sur la France. C'était une marque sur laquelle on avait un développement qui était très fort, certes, mais ça nous a permis de rentrer la femme. Et là, sur l'année, on est à pareil à plus 60% de croissance sur Barbour. Et ça, on ne l'aurait pas fait sur une stratégie classique de achat-revente, parce que tu ne vas pas augmenter tes budgets de 60% en espérant que ça vende, quoi. Tu es toujours frileux et tu vas dire, attends, je vais être dingue, je vais faire plus 20, quoi. Et donc ça, on l'a vu. Et maintenant, il y a d'autres qui proposent aussi ce genre de deal. Et donc, rentrer beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de largeur pour booster les ventes e-commerce. Et aussi le fait que maintenant, l'exception touche beaucoup de pays en Europe, ce qui n'était pas le cas en 2019. Nos ventes en Europe ont augmenté, mais si je te dis les stats, là, c'est novembre, c'était n'importe quoi, hein. Pays-Bas, on a fait plus 1000, plus 1000%, Danemark, plus 5000%, la Belgique, plus 200%, la Suède, plus 2000%, Royaume-Uni, x2. Donc en fait, on touche maintenant plein de pays qui font que certaines marques sont intéressées de passer via nous pour pas vendre qu'en France, mais vendre aussi dans d'autres pays. Et nous, aujourd'hui, on voit un très très fort développement au Danemark, au Suède, en Norvège. C'est des pays qu'on sous-estime complètement. Et le Danemark, par exemple, il faut voir que le Danemark, c'est notre 3e pays en termes de vente aujourd'hui sur le mois de novembre. D'accord. Devant le UK, devant la Belgique, hein, c'est passé devant. Alors que c'est un tout petit pays, mais gros pouvoir d'achat. Ouais. Formidable. Donc, Merci. on conclut entre une collaboration avec Louboutin et Birkenstock. Et pour voir s'ils sont intéressés. Il reste des questions. En fait, moi, ce que je vois qui était important, en tout cas, si j'ai un truc à dire sur le 2020 était une année
ou en tout cas nous, chez l'Exception, on a adapté à la fois les services et l'offre à une vitesse qu'on n'avait jamais fait avant, quoi. Et en fait, depuis le premier confinement, ça fait 6 mois qu'on est en train de, enfin, plus que ça d'ailleurs, 9 mois, qu'on est en permanence en train de réajuster pour trouver le bon produit pour le client. OK, on voit un essor sur le vélo. En fait, on vendait pas de vélo, on vendait pas de casque de vélo l'année dernière. Et là, maintenant, on a 100 casques de vélo différents. On a même rentré des pompes à vélo là, qui vont arriver bientôt. On voit que le homeware se développe. On a rentré un petit peu de linge, on a complètement densifié l'offre de bougies, etc. On a rentré la cosmétique. Donc, on est tout le temps en train d'adapter l'offre pour essayer de saisir des opportunités de marché. Le marché du masque, qui est quand même un marché sur lequel, au début, c'était un peu un gros mot de dire on va faire du business sur le masque. Et nous, au final, sur l'année, on a quand même vendu pour quasiment 30 000 € de masques, donc c'est pas anecdotique. Donc voilà, ça a été répondre aux besoins du client, et puis ça a été aussi de s'adapter au service. Donc, tu parlais effectivement du click and collect, de l'ECH sur rendez-vous. Nous, on a allongé de façon maintenant permanente les retours à 60 jours, de façon à ce que le client soit jamais en stress de retourner de la queue à la poste, des machins. On a aussi, on a quand même pas mal adapté aussi tout ce qui est mode de paiement, parce que effectivement, on voit que le 3 fois, le 4 fois sans frais sont de plus en plus utilisés. Et donc là, nous, on a rentré un mode de paiement qui marchait très fort chez Decathlon, qui est le payer après livraison. Et qui aujourd'hui, on l'a rentré en septembre, et aujourd'hui, c'est quasiment 6% de nos ventes, et c'est dans une bonne trajectoire pour faire 10% de nos ventes, et surtout, c'est un très gros levier de fidélisation parce que les clients achètent et ne payent pas, généralement. C'est-à-dire que s'ils renvoient la marchandise entre-temps, ils ne payent absolument rien, et donc ça, on a vu des comportements d'achat de gens qui ont augmenté leur fréquence d'achat très fortement grâce à ce service, par exemple. On a fait preuve d'agilité, c'était vraiment Mais je pense que c'est leitmotiv pour tout le monde. Ouais, important pour toutes les sociétés qui ont voulu passer 2020. Quoi. Là, c'était surtout effectivement une question de survie. Mais comme l'a dit pas mal, il y a pas mal d'experts du digital qui l'ont dit, on a gagné de nombreuses années en termes de développement de nouveaux services, d'accélération digitale, que ce soit technique, servicielle ou autre, et même de mode d'utilisation et de consommation pour le consommateur. C'est vrai que les réticents sur le digital ont dû de toute manière se forcer à passer outre cette barrière, et ça leur a aussi permis un apprentissage, de découvrir des plateformes, une nouvelle manière d'acheter, avec effectivement une flexibilité, quoi. Et puis une vraie fidélité, Un truc intéressant, nous par exemple, on a de plus en plus de clientes qui s'appellent Lucienne, Odette, Fabienne, etc. Tu vois, on a un retour de la frange 50-60 jusqu'à 70, qui était une clientèle qu'on n'avait pas forcément avant, qui n'achetait pas sur Internet. Et là, nous, on les voit parce qu'elles appellent beaucoup plus le service client. Elles ont besoin d'accompagnement. Mais tu sais que la cible des plus de 65 ans, celle qui était la plus dynamique sur le drive alimentaire. Donc, il y a aussi un vrai comportement digital qui s'insère chez cette cible-là. Et ce qui est intéressant sur cette cible-là, parce que nous, on le voit sur des très bonnes clientes maintenant, c'est que c'est une cible qui est très fidèle. Alors là, c'est pas du tout une cible qui va aller acheter partout. Une fois qu'elle a une boutique où elle fait ses cadeaux de Noël, où elle va trouver des produits pour ses enfants, petits-enfants, et qu'elle sait qu'elle peut appeler le service client, elle va tomber sur la même personne et pas sur un call center, on voit que c'est des gens qui sont hyper fidélisés. Oui, complètement. Vous me donnez une super transition pour vous annoncer la prochaine matinale, celle de la semaine prochaine. Une matinale sur les seniors. Je ne savais pas. Non, parce qu'on parlait d'agilité, de créativité, de réseaux sociaux. Mercredi, on fait une masterclass à 9h30 avec l'agence WOO, plus destinée aux marques émergentes, ou en tout cas aux marques start-up qui ont envie d'expérimenter, leur donner plein de clés pour expérimenter sur les réseaux sociaux, et particulièrement les moins utilisés, les plus récents, et se dire que justement parce qu'on est une marque plus agile, on va pouvoir tester beaucoup plus de choses. Donc, ils vont nous présenter plusieurs stratégies à aborder. Voilà. Et donc, c'est mercredi à 9h30. Tout à fait. Je crois que
On va conclure. Merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment super d'avoir vos éclairages et tous ces détails. On était ravis de vous avoir et merci aux participants. Régis, je me permets d'envoyer tes coordonnées à une personne qui a une marque qui s'appelle Piclose, qui fait de l'upcycling et qui voulait avoir tes coordonnées. Bien sûr, pas de souci, avec plaisir. Merci à tous. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Très bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir.